Bonsoir. Les vacances sont finies. Selon la formule consacrée, les footballeurs ont repris le chemin des stades. Ils ont trottiné d'abord et maintenant ils courent sur les pelouses. Donc Téléfoot revient, c'est le 113e numéro. Il y avait 4 rencontres comptant pour la 24e journée du championnat de France de première division qui se jouait ce soir. Voici 2 résultats. Bastia fait match nul avec Sochaux sur le score de 1 partout. Pour Bastia, c'est Papy qui a marqué sur penalty. Pour Sochaux, Durkalic. Auxerre fait match nul chez lui avec Valenciennes 1 partout, donc égalité des scores. Ferreri a marqué pour Auxerre et Zlataric a répliqué pour Valenciennes. Les 2 autres rencontres, c'est-à-dire Strasbourg, Metz et Lille-Tours, vous les vivrez en images dans cette émission. Mais pendant la trêve, nous n'avons pas tout à fait manqué de football. Il y a eu ce qu'il est convenu d'appeler le Mondialito. C'est-à-dire que, en réalité, l'Uruguay, premier vainqueur de la Coupe du Monde il y a 50 ans, chez lui, a voulu fêter cet anniversaire en organisant une épreuve baptisée Copa de Oro et immédiatement appelée Mondialito parce qu'étaient présents tous les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, tous, sauf un, toujours prudent, l'Angleterre, qui avait laissé sa place aux Pays-Bas 2 fois finaliste. Alors que s'est-il passé pendant ce Mondialito dont vous avez été privé à cause d'un différend qui a eu lieu entre l'Eurovision et les organisateurs? Eh bien, il s'est passé que d'abord, l'Uruguay, chez lui, a remporté cette épreuve, mais ça, c'était prévisible. Il s'est passé qu'on a vu une recrudescence, malheureusement, du jeu dur. Et puis, on a assisté aussi, et ça, c'est important, à la renaissance du Brésil. Le Brésil que nous aimons, celui qui joue à l'attaque, celui qui marque des buts, celui qui apporte sa note de gaieté au football. Alors, nous allons vivre maintenant un résumé de ce Mondialito. Uruguay-Hollande, stade du centenaire le 30 décembre. Pour la sélection de l'Uruguay jouant à domicile, le faux pas est interdit. 31e minute, une passe de Morales et un but de Ramos. C'est le but inaugural de ce Mondialito, obtenu par les joueurs de la Céleste devant un public en délire. Il est vrai que le voisinage prestigieux du Brésil et de l'Argentine a motivé ces joueurs de l'Uruguay qui veulent être comme leurs voisins. 45e minute de jeu, un corner du vétéran Morales et un but de Victorino, l'avancante, tête plongeante magnifique dans le pur style uruguayen. Cette fois-ci, la victoire paraît assurée, la première victoire de l'Uruguay chez lui, c'est important. Et jusque-là, il est vrai, les 2 équipes avaient déjà donné un aperçu, malheureusement, de la brutalité qui devait marquer cette Copa de Oro. 1er janvier, Argentine-Allemagne, corner de Hansi Müller et l'inévitable tête de Horst Rubesch. L'Allemagne mène devant l'Argentine dans cette finale avant la lettre. On le pensait, elle a tenu ses promesses. 85e minute de jeu, une corner, une tête de Passarella. Kals bat son propre gardien Schumacher. Les 2 équipes sont à égalité, un but partout. 87e minute de jeu, Diaz remonte le terrain, va lancer sur la droite Valencia, qui dans un angle impossible va battre à nouveau Schumacher dans ce plus beau match du Mondialito, une victoire de l'Argentine. Deux buts à 1 pour les champions du monde en titre. Le 3 janvier, sombre bataille, les Italiens en culotte blanche entrent dans l'arène, une faute dans la surface et l'éternel espoir de changer la décision de l'arbitre. N'est-ce pas, monsieur Gentile, que tout ceci est dérisoire? Bordone n'impressionne guère Morales qui marque, en vieux routier qu'il est, 1-0. À partir de là, le match tourne à la bataille de rue. 3 joueurs seront exclus, mais regardez comment le football peut se transformer. Y a-t-il besoin de qualificatifs? Les images parlent d'elles-mêmes malheureusement. Regardez le sourire sardonique de Cabrini qui sera expulsé, ainsi que Morera et Tardelli. Il y aura aussi 5 avertissements dans cette partie, dont on dit toujours qu'il faudra oublier, mais les images sont là malheureusement. Le voici, le carton rouge qui chasse Cabrini. Surpris, monsieur Cabrini.
Et pourtant, il ne devrait pas. 81e minute de jeu, Victorino, l'avant-centre uruguayen, marque un deuxième but et assure le succès de la Céleste face à la squadre qui jouait à 9. Il est vrai que les Uruguayens, eux, étaient 10. 4 janvier, Brésil-Argentine, éternel duel. 30e minute, le prodige argentin Maradona marque du pied gauche et ouvre ainsi le score. Nous allons voir au ralenti que le gardien brésilien João Leite n'est pas à l'abri d'un reproche éventuel. 47e minute de jeu, un cafouillage et un but d'Edevaldo. Clair, net, précis. Mais malheureusement, une triste fin de match, bien dans la note de ce mondialito, voué décidément à la violence. Italie-Hollande ou le crépuscule des dieux. Le mardi 6 janvier, 7e minute, un néophyte italien marque. Malgré l'absence d'enjeu réel, puisque dans ce groupe l'Uruguay est qualifié, le match sera agréable, mais marqué encore et toujours du sceau de la violence. 16e minute de jeu, Jan Peters, de loin, bat Bordone. Il obtient ainsi l'égalisation pour une équipe des Pays-Bas qui n'est plus que l'ombre de la prestigieuse formation Bata. 7 janvier, Brésil-Allemagne, la samba retrouvée. On jouait la qualification pour le Brésil, mais 55e minute de jeu, Klaus Allofs, sur passe de Hansi Müller, ouvre la marque pour l'Allemagne. Alors commençait un festival brésilien par Junior, sur coup franc à la 59e minute de jeu. Nous le revoyons. À la 62e minute, c'est Toninho Cerezo qui sera déclaré le meilleur joueur de ce tournoi, qui obtient un deuxième but. Toninho. 76e minute de jeu, les lignes allemandes craquent face au feu follet brésilien. Cette fois-ci, c'est Serguinho. « 82e minute, Zé Sergio et son 4e but enflamment des millions de Brésiliens arrivés devant le récepteur de télévision. 4-1. L'addition est lourde pour les champions d'Europe, mais elle n'hypothèque en rien leur avenir. Enfin, nous avons retrouvé le Brésil. Mais un Brésil fatigué le 10 janvier pour Brésil-Uruguay, c'est-à-dire la finale. 50e minute de jeu, Rubén Paz tire, Ramos tire à son tour et enfin Barrios marque, malgré Oscar revenu sur sa ligne. L'impressionnante démonstration des Brésiliens a donné quelque inquiétude aux Uruguayens, mais pas de complexe, manifestement. Le but de Barrios, après les tentatives de Rubén Paz et Ramos. 60e minute, Socrate se fait justice lui-même. Il n'a jamais raté un penalty dans sa carrière. Un but partout, tout reste à jouer. 80e minute, un coup franc de Ramos et Victorino donne la victoire à la Céleste, qui avait bien organisé les choses, et pour cause, elle jouait à domicile. 2-1, c'est le score final. C'est une victoire dans cette mini-coupe du monde pour les Uruguayens. Un but que nous revoyons, qui est l'œuvre de Valdemar Victorino. Il est le meilleur buteur de ce tournoi, avec 3 buts, le voici. Et après la victoire, la joie, dans la tradition sud-américaine, et les joueurs qui s'en vont plonger dans un bac, c'est-à-dire dans le bassin qui sépare la pelouse des tribunes. Notre confrère mondial qui va être mis en vente cette semaine consacre ce numéro 11 au Mondialito. Les photos couleurs vous présentent cette épreuve et toutes les vedettes qui ont évolué à Montevideo pendant 10 jours. Vous trouverez aussi les posters d'Arconada et de Dominique Battenet. Hier, dans les salons de RTL, ont eu lieu les tirages au sort des 32e finales de la Coupe de France. C'est Bernard Pivot et Michel Thor qui avaient la lourde tâche de plonger la main dans la coupe et d'en retirer des noms.
Je ne vais pas vous infliger la longue liste, elle est vraiment trop longue, mais je vais vous dire qu'il y a quelques rencontres spectaculaires entre première et deuxième division. Je n'en veux pour preuve que les matchs Nice qui rencontrera Montpellier, Monaco qui sera opposé à Béziers et le Paris Saint-Germain qui en découdra avec Rennes. Et puis, une surprise agréable, il y aura aussi dans les 16e de finale un représentant de la division d'honneur, puisqu'il y a 2 divisions d'honneur qui jouent l'une contre l'autre. Il s'agit de Fécamp et Fréville-Escarbotin. Voilà déjà donc un beau conte de fées pour l'un de ces 2 clubs. Nantes et Saint-Étienne se livrent depuis le début du championnat une lutte acharnée en tête. C'est vrai que ce sont les 2 équipes actuellement les plus représentatives du football français. Alors avec Didier Roustan, nous allons vous montrer ce qui s'est passé depuis le début du championnat dans cette lutte. Et puis c'est aussi sans doute une façon de se remettre dans le bain, de se remettre dans l'ambiance après cette trêve de 5 semaines. Alors voici donc un résumé. Je sais, c'est que je t'aime, oui, moi je sais, c'est que je t'aime, oh oui je le sais. Lors de la première journée, Saint-Étienne n'a pas tenu la distance à Bordeaux qui vient d'ouvrir la marque par son avant-centre Bernard Lacombe, 1-0. Tir et but du capitaine Giresse, 2-0 à la mi-temps. L'arrière droit Touvenel sera sur cette action fauchée par Battiston. Sur le pénalty qui suivra, Lacombe marquera le dernier but de cette rencontre. Dans le même temps, Nantes s'est imposé à Nîmes 3-2. Nantes recevait précisément Bordeaux 5 jours plus tard. Un but en tout et pour tout, il est signé Baron Kelly. À Geoffroy Guichard, Saint-Étienne a battu difficilement Nice 3-2. Nantes se déplaçait précisément à Nice pour le compte de la 3e journée. But de Roland après 45 secondes de jeu, Nice 1, Nantes 0. Égalisation de Patrice Riot quelques minutes plus tard. Un partout, mais Nice marquera un 2e but sur cette action, tir de Biekovic et Raoul Nogues qui redonne l'avantage à l'OGC Nice. 2-1. Peu après la reprise, l'ailier gauche niçois Castellani marque un 3e but. C'est terminé, Nantes s'incline pour la première fois de la saison malgré un 2e but d'Henri Michel en fin de partie. Mais à quelques kilomètres plus au sud, Saint-Étienne a été battu à Bastia 2-1. Coup de théâtre, le grand Ivan Kurkovic, incontestablement sur le déclin ces derniers mois, laisse sa place au jeune Jean Castaneda pour le match contre Nancy. Outre le large succès de Saint-Étienne, on retiendra l'excellent match du jeune gardien de but stéphanois. Nantes, vainqueur à l'arraché d'une étonnante équipe de Tours, conserve tout de même ses 2 points d'avance. Tout comme Saint-Étienne, Nantes connaît un début de championnat des plus difficiles. Première défaite à Nice, 3-2. 2e défaite à Nancy, 1-0. But de Paco Rubio. Saint-Étienne, vainqueur à Strasbourg, 2-0, rejoint donc Nantes au classement. 6e journée, Saint-Étienne écrase Angers et Nantes bat Lyon, l'une des équipes vedettes de ce début de saison. 7e journée, les 2 favoris sont toujours au coude à coude avec un total de 10 points. 8e journée, Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Les Parisiens en maillot blanc vont rapidement encaisser un but de Baron Kelly. Revoici le but d'un Bruno Baron Kelly en grande forme depuis début août, tout comme le Paris Saint-Germain qui n'avait connu alors qu'une défaite. Nantes domine très nettement, mais Baratelli sort le grand jeu. Tout d'abord sur un tir d'Oscar Muller, puis sur une reprise d'Enzo Trocero. Et à la mi-temps, Nantes ne mène qu'un but à 0. Finalement, les Canaries ne sont pas à l'abri d'un contre. Centre de Pilorget dévié par Tussaud, un partout, c'est le football. Paris Saint-Germain peut remercier son gardien de but Baratelli. Pour la première fois, Saint-Étienne qui a battu Lille 3-1 devance Nantes d'1 point. 47 000 spectateurs pour le match au sommet de la 9e journée Lyon-Saint-Étienne. Messieurs les Stéphanois tiraient les premiers. C'était un but de Jacques Zimaco. Les Lyonnais ont vraiment le sens de l'hospitalité. Vous allez le voir sur ce plan qu'il y avait vraiment la grande foule au stade de Gerland pour ce derby. 2e mi-temps, coup franc de Chiesa, égalisation de Xuereb, un partout. Nantes qui a gagné à Angers 3-0 revient à la hauteur de Saint-Étienne. Pas de changement, une journée plus tard. Place à la 11e journée avec un certain Monaco-Saint-Étienne et tout de suite un but fantastique des 25 mètres de Johnny Rep. Jean-Luc Ettori est resté dans ses starting blocks. Ce n'est pas terminé.
Tir du gauche de Rousset, et Tori, là encore, ne peut pas grand-chose. Les Stéphanois ont pratiqué pendant 75 minutes un football de rêve, aussi Monaco, qui sauve l'honneur dans les dernières minutes par Perret. Sans tir à bon compte, défaite 2-1. Nantes l'a emporté sur le même score à Strasbourg, qui a limogé son entraîneur Gilbert Grèce. 12e journée, les deux clubs remportent encore leur rencontre sur le même score. 13e journée, Saint-Etienne match nul à Paris et Nantes match nul à Auxerre sont toujours au coude à coude. Et il faut attendre la 14e journée pour voir Saint-Etienne légèrement distancé à la suite d'un 0-0 à Laval. 17 octobre 80, les Nantais qui ont connu un déplacement en avion des plus mouvementés ouvrent la marque à Monaco grâce à Gilles Rampillon. Mais privé de Pécou, Aguerbec, Bertrand Demann et Muller, Nantes va échouer là où Saint-Etienne avait réussi. Ce but d'Umberto Barberis sera suivi d'une reprise victorieuse du capitaine Jean Petit, 2-1. Le chassé-croisé continue, c'est maintenant Saint-Etienne, large vainqueur de Sochaux 3-0, qui compte un point d'avance. Ce petit point, Nantes va le récupérer lors de la 16e journée, Saint-Etienne ne pouvant faire que match nul à Lens, un partout. 17e journée, Saint-Etienne-Nantes, c'est le match. Bien évidemment, on s'attend à une grande soirée de football, mais malheureusement, il n'en sera rien. Cette rencontre, il est vrai, arrive 3 jours après le deuxième tour de la Coupe d'Europe. Les joueurs sont fatigués. De plus, Nantes, qui perd régulièrement ces dernières années au stade Geoffroy Guichard, a décidé de jouer la sécurité. Finalement, les Stéphanois ne se montreront dangereux que sur coup de pied arrêté, mais il y avait côté nantais Bertrand Demann et la transversale, ce qui n'est d'ailleurs que justice, car les Nantais méritaient vraiment le match nul, au grand désespoir des jeunes supporters stéphanois. 18e journée, Saint-Etienne qui l'emporte à Nîmes 1-0, reprend la tête. 19e journée, les Verts ouvrent ici la marque par Jacques Zimaco dans un match au stade de Geoffroy Guichard contre Tours. Saint-Etienne devrait être sacré champion d'automne sans problème. Mais dans l'équipe de Tours, il y a un certain Delionis. Regardez. Voilà, dans un mouchoir, pour tout arranger, Lopez a dévié le ballon. Un partout, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Delionis lance Ferrigno, la suite vous la connaissez bien sûr. Saint-Etienne laisse le titre de champion d'automne à Nantes, qui a battu Sochaux 2-1. On vous l'a dit, Saint-Etienne et Nantes, c'est le grand amour et les Verts récupèrent leur point de retard quelques jours plus tard. 21e journée, Bastia et Nice n'ont tenu que 40 minutes. 22e journée, but d'Enzo Trocero pour Nantes à Tours. Mais Nice égalisera quelques instants plus tard et à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité un partout. Encore au Nice, cette fois la transversale renvoie, vous venez d'assister au tournant de cette rencontre. Car Nantes va maintenant prendre ses distances avec tout d'abord un but de Bruno Barankelli. Toujours Nantes à l'attaque, cette fois c'est le gaucher Rampillon qui trompe du pied droit d'Uzé. Tours marquera un deuxième but et Nantes l'emporte finalement 3-2 malgré l'expulsion de Barankelli. Saint-Etienne qui fera match nul le lendemain à Nancy compte donc avant la reprise un point de retard sur Nantes. La 23e journée, vous le constatez, n'ayant rien apporté de bien intéressant. Nantes, premier avec 35 points, jouera 8 de ses 15 derniers matchs au stade Marcel Sopin. On notera certains déplacements pour le moins périlleux, Lyon, Paris Saint-Germain et Sochaux notamment. Saint-Etienne, deuxième avec 34 points, évoluera également 8 fois à domicile. Là encore, des déplacements difficiles avec en particulier le fameux match contre Nantes lors de la 35e journée. Voilà, vous savez tout. Alors, les Canaries d'Henri Michel ou les Verts de Christian Lopez, les paris sont tout verts ou tout jaunes si vous préférez. Alors, Nantes-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Nantes. Et pourtant, il y a une troisième équipe à l'affût qui n'est pas très loin. Il s'agit des Girondins de Bordeaux. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, les Girondins en perdition, on les voyait très mal partis, pratiquement en deuxième division. Et puis, un effort de recrutement, 7 joueurs il y a 2 ans, 3 l'an dernier, et voici que Bordeaux maintenant est à portée de fusil des 2 premiers. Il faut croire que les efforts conjugués du président Bèze, de Didier Couécou et de la municipalité de Bordeaux portent enfin leurs fruits. Alors, nous allons voir maintenant, avec Georges Dominique, qui s'est rendu là-bas dans les vignobles, si Bordeaux de cette année, c'est vraiment un grand millésime. Bordeaux.
Charlot Ier, roi des dégustateurs, quels sont les grands crus bordelais? Il y a surtout le 1950 où on a été champion de France. Et puis, bien entendu, 2 ou 3 fois, en 65, 66, 69. On a été 2 fois vice-champion. Mais je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Et je crois que cette année, l'année 81, sera nettement la meilleure et peut-être pour longtemps. C'est vrai que les Girondins QV81 promettent beaucoup. Des promesses certes, mais surtout des chiffres. 3e du classement derrière Nantes et Saint-Etienne, à 3 points des Verts, mais aussi avec 3 points de plus que Monaco 4e. En d'autres termes, Bordeaux est à l'affût. Eu nombre au tableau, le public du Stade Vélodrome n'a pas été à la hauteur des acteurs. 11 000 spectateurs seulement de moyenne, et encore en l'air sans doute 4 points de perdus, soit 4 matchs nuls sur son propre terrain. 4 matchs nuls à domicile, c'est votre gros regret? Non, je ne crois pas. Il faut garder surtout l'ensemble, c'est-à-dire faire un constat de notre position en championnat. Et